Salut, c'est Guillaume. C'est la période estivale, donc je vais en profiter pour faire une petite pause dans la production du format habituel de Course Épique pendant 2 petites semaines. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain épisode original le mercredi 17 août, avec, comme le veut la tradition, un extrait de l'épisode dès le lundi précédent, le 15 août donc. Mais je ne vais bien sûr pas vous laisser seul au bord du chemin pendant ces 2 semaines. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir le replay d'un épisode déjà diffusé et qui vous a particulièrement marqué. Nous allons parler aujourd'hui de ce monument de l'Ultra Trail qu'est la Diagonale des Fous. Bien plus qu'une course, c'est une expérience de vie qui marque durablement chacun de celles et ceux qui ont pu en prendre le départ. Cette Diagonale des Fous, les élites la courent en une grosse vingtaine d'heures et c'est souvent l'image qu'on en voit. Il existe une autre réalité, celle des coureuses et coureurs qui passent 3 nuits dehors pour boucler en 66 heures à bout de force cette course aussi fascinante qu'elle est extraordinairement exigeante. Chez Course Épique, j'aime à partager avec vous toutes les belles histoires qui font la course à pied. Celles des premiers, mais aussi celles de ceux qui ont été ce jour-là en milieu ou en toute fin de peloton. Coureur aguerri avec notamment 3 UTMB à son actif, Jean-Yves Baron s'est lancé sur la Diag 2018, l'esprit rempli de rêves et le cœur chargé d'émotions. Jean-Yves a été le dernier à rallier le stade de la Redoute lors de cette édition. Vous allez l'entendre, il a vécu ce qu'une course a de plus intense à offrir. Des situations inattendues souvent, rocambolesques parfois, dangereuses d'autres fois, avec un combat intense au fil des kilomètres pour ne pas céder aux sirènes de l'abandon. La Diag avait décidé de faire passer cette année-là Jean-Yves par toutes les émotions, en lui faisant vivre aussi à l'autre bout du spectre des sensations exaltantes, inouïes, flirtant même parfois avec le surréaliste. Mais je ne vous en dis pas plus. Jean-Yves va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans cet épisode de Course Épique. Finira bien, qui finira le dernier. Bonjour Jean-Yves, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. J'imagine que tu es en train de suivre, là on est le dimanche 24 octobre, il y a les derniers participants de la Diag qui sont en train d'arriver. Est-ce que tu as suivi un petit peu les résultats de ce week-end et puis les performances des uns et des autres? Alors, j'ai pas trop suivi, mais bon, je sais que c'est le temps de la course. J'ai pas trop suivi parce que ça me laisse beaucoup de sensations cette course. Donc, j'ai j'ai pris un peu de recul par rapport à ça parce que c'est toujours émouvant de voir les gens arriver, surtout quand tu t'approches des classements que toi tu as fait. Tu vois des gens qui sont marqués, des gens qui sont heureux, etc. Donc, ça laisse Une toujours grosse émouvant et empreinte, une empreinte particulier. forte. Donc, j'ai regardé les premiers arrivés. Et puis après, j'ai pas regardé, mais je regarderai les résultats pour voir. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard quand je présenterai la course, on parlera des résultats. Jean-Yves, avant qu'on évoque plus particulièrement toute la dimension sportive de ton parcours et de ta vie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Qui es-tu, Jean-Yves? Alors écoute, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 2 grandes filles qui ont quitté le domicile. Je suis directeur financier dans un groupe de sociétés à Rennes. Je fais beaucoup de sport, enfin j'en ai fait beaucoup parce que c'était un moyen de, de supprimer beaucoup de stress dans le travail. Auparavant, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit international, donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup rencontré de gens, j'ai fait beaucoup de sport. Voilà, je partage ma vie en fait entre le sport, ma famille, mon travail, un peu comme tout le monde, mais Ce sont les piliers de ta vie. tout à fait. Ouais, ouais, c'est les 3 piliers de ma vie, ouais. Et le sport, justement, quelle place il a trouvé dans tes premières années, dans ta jeunesse? Par quoi tu as démarré? Qu'est-ce qui a suscité chez toi un intérêt marqué pour le sport, ou peut-être pas marqué d'ailleurs à ses débuts, mais quel souvenir tu as de tes premières expériences dans le sport, et puis quel sport tu as eu tendance à privilégier dans tes jeunes années? Alors en fait, si tu veux, moi mes parents n'avaient pas d'argent, hein, c'est un peu cliché, mais c'est pourtant la vérité. Mon père était ouvrier, ma mère faisait des ménages. On habitait dans une cité HLM et en fait, si tu veux, bah, le sport, c'est un peu un échappatoire, quoi. C'est-à-dire que tu retrouves tes copains, alors si tu bagarres pas dans le quartier d'à côté, en fait, tu fais du sport. Donc, on a commencé comme ça, ma sœur et moi. J'avais une sœur qui est décédée, mais j'avais une sœur. Et en fait, comme on était très liés tous les deux, on faisait beaucoup de sport ensemble. Et comme plein de gamins de cité, bah, tu joues au foot, quoi. Donc, on a commencé par jouer au foot, et puis, bah, il y a des clubs qui se sont aperçus qu'on avait des qualités, donc ils sont venus nous chercher. Et puis, bah, moi, j'ai fait une carrière, Tu parles de quel âge? À quel alors à moment de ta partir vie? de 16 ans, quoi. Moi, il y a des clubs qui sont venus me voir, il y a des clubs qui sont venus voir ma sœur, qui avait 3 ans de moins que moi, donc elle avait que 13 ans, elle. Et puis on a commencé par jouer au foot et on est monté, ben, chacun de notre côté au niveau national.
Moi, j'ai joué en national. Ma sœur a joué en équipe de France. Elle a été capitaine de l'équipe de France. Donc, tout ça, ça nous a bercé. Mais au départ, c'est dans la cité qu'on a appris à jouer au foot, hein. Et c'était l'école, ça passait en deuxième plan. C'était le sport avant tout. Donc, Et qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans le foot? Enfin, est-ce que ça a été un choix ou est-ce que le fait qu'on vienne te chercher et que tu sentes que tu avais un talent particulier a fait que tu t'es plongé tête baissée dans ce sport-là? Ou est-ce qu'il y avait d'autres valeurs que tu aimais y trouver et alors, en dans lesquelles fait, tu si t'accomplissais? tu veux, quand tu habites dans une cité, quelque part, tu cherches à te démarquer des autres. Tu cherches à avoir une espèce de reconnaissance. Et on a très vu avec ma sœur que, bah, comme on avait des possibilités dans le sport, c'était un moyen de nous faire connaître et reconnaître. Donc on ne devenait pas des intouchables, mais quelque part on était respecté par tout le monde parce qu'on était bon dans le sport, on était connus, reconnus et personne nous cassait les pieds, quoi. Donc ça a été la première étape un peu. C'est-à-dire que le sport nous a permis de nous identifier, d'avoir un peu plus confiance en nous et de sortir du lot. Niveau national, ça commence déjà à être un niveau très élevé. Est-ce que c'était suffisant pour toi pour en vivre ou est-ce qu'il fallait que tu travailles à côté pour subvenir à tes besoins? Alors moi, j'ai joué au niveau national, au niveau troisième division nationale. Donc c'était pas du professionnalisme, hein, c'était complètement de l'amateurisme. Euh, tu travaillais à côté, donc à un moment donné, c'est quand même plus tu montes dans le niveau, plus ça devient difficile de lier les deux. Donc moi j'ai fait ça quelques années jusqu'à 25 ans, et puis après il y a un club qui est venu me chercher pour que je devienne entraîneur-joueur dans un petit club, etc. Par contre ma sœur, elle a continué sa carrière et elle aurait pu être vraiment professionnelle, faire partie des premières professionnelles féminines françaises, puisqu'elle a été demandée à la Juventus de Turin et dans d'autres clubs. Et en fait, elle a fait le choix de rester en France, mais c'est le football qui nous a permis de nous émanciper, de prendre confiance en nous, et puis après de grandir, quoi. Et à quel moment la course à pied est arrivée dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a éveillé finalement à la discipline et puis surtout qu'est-ce qui t'a plu? Alors en fait, moi j'ai toujours eu... alors ma particularité, c'est que je me suis toujours beaucoup servi de mes jambes. C'est-à-dire que je me suis essayé à plein de sports, et ce qui me permettait d'être bon, c'était mes jambes. Donc j'ai beaucoup couru, que ce soit au foot, au hand. Après, j'ai fait des marathons, j'ai fait du triathlon, Ironman, etc. J'ai fait beaucoup de courses d'orientation, j'ai fait des raids, et la base pour moi, c'était les jambes. Donc c'était naturel que je sois, une fois que j'arrête le foot, que je me lance dans de la course à pied, quelle qu'en soit la forme. Mais la forme qui m'a le plus intéressé, en fait, c'est le trail, parce qu'il y a un rapport particulier avec la nature au niveau du trail. Est-ce que tu peux nous parler de la première course officielle à laquelle tu as participé? Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie de sauter le pas et de te frotter à la compétition pour la première fois? En fait, si tu veux, j'ai un esprit un peu, je ne veux pas dire bagarreur, mais envie d'aller toucher les profondeurs de qui je suis. Et quand j'ai arrêté le foot, je me suis directement attaqué au marathon. Je suis pas passé par l'étape 10 km semi-marathon. Je suis passé directement à l'étape marathon parce que je me suis dit, quitte à faire une course, bah, autant aller au top de la course à pied, tu fais un marathon, puis tu vas voir ce que ça donne. Et quand tu as une carrière sportive déjà derrière toi, enfin de footballeur notamment, que tu cours beaucoup, c'était accessible. Donc je me suis lancé dans un marathon, et mon premier marathon, c'était le marathon du Mont-Saint-Michel. Et là, ben, j'ai fait 3h30. Donc ça a été une Belle première. donc sans entraînement particulier. Donc bah, je me suis dit, bah, écoute, 3h30 c'est pas mal. Eh ben, entraîne-toi et puis essaye de monter dans les tours un petit peu, puis tu verras jusqu'où tu peux aller. Et au-delà de la dimension physique sur laquelle tu avais des atouts et un passif qui te permettaient déjà d'avoir un certain nombre d'acquis, psychologiquement, il n'y a pas eu de difficulté à ce premier marathon parce qu'on passe quand même par plein d'étapes psychologiques au-delà du seul physique. Toi, tu as eu le sentiment de bien gérer aussi cette partie-là et d'être robuste mentalement? Alors, j'ai été robuste mentalement, mais je me suis pris des petites claques comme beaucoup de coureurs, c'est-à-dire le mur du 35e, je l'ai pris en pleine figure. Ça n'a pas été une course facile. Ça a été une course au moral pour les 7 derniers kilomètres. Euh, mais ça m'a beaucoup intéressé parce que là, j'ai senti qu'il y avait un palier psychologique à franchir, et à la fois qu'il fallait s'entraîner méthodiquement pour arriver à avoir des résultats encore meilleurs. Et c'était le côté très intéressant déjà du marathon. Parce que naturellement, comme tu as l'air d'être nourri aussi par des challenges et des objectifs relevés qui te bousculent un peu,
Est-ce que ta destinée, c'était d'aller sur des formats longs et ultra longs, nécessairement? Alors à la base, non. Je dirais que déjà le marathon pour moi c'était pas mal. Mais après, alors comme je faisais beaucoup de sport, je suis descendu dans des niveaux plus bas de course à pied, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de raids où bah, tu mélanges la course à pied, le VTT, parfois la natation, du tir, enfin des tas de choses. Et je me suis vite rendu compte quand même que les courses longues permettaient d'avoir une connaissance de soi, de son corps, de ses limites, qui était beaucoup plus intéressant que les épreuves où tu pouvais vraiment faire du rythme, avoir l'esprit de compétition, comme je l'avais. Et je me suis dit, il faut peut-être opter pour le plus long. Alors j'ai continué à faire du plus court, sauf qu'à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu un problème cardiaque. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'une course, je me suis effondré. Et là, bon, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème particulier, mais je me suis dit là, il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse du long, c'est plus pour moi que le court. Donc je suis passé sur des épreuves, sur des sports plus longs et des épreuves plus longues. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la course d'orientation, par exemple, je faisais des 40, 50 km. Quand je faisais du triathlon, je faisais du triathlon Ironman. Et quand je faisais du trail, je suis passé tout de suite, pas de 25 à 30 km, mais je suis passé tout de suite à 60, 80 et puis 160, quoi. Au-delà de la distance, quels sont les critères déterminants pour toi pour choisir les courses auxquelles tu as participé tout au long de ta vie? Est-ce que c'était donc une combinaison de ça, de distance, cette envie de te connecter à la nature? C'était les deux déterminants principaux. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient vraiment décisives pour toi pour choisir tes courses? Alors en fait, ça dépend un peu de... Moi, ça dépendait un peu de mon âge, en fait. Si tu veux, quand tu as 35 ans, pour moi, c'était les copains, donc ben, on faisait quelque chose ensemble. On décidait d'aller faire un marathon à l'étranger ou une course de l'autre côté de la France, au fin fond de la France, où c'était plus partagé avec des copains. Après, quand tu approches de la cinquantaine, eh ben, tu fais plus des choses un peu pour toi. Moi, je voulais aller à l'étranger faire des courses. Euh, et puis, j'ai toujours eu cette volonté de me rapprocher de la nature, parce que quand j'ai découvert le trail, j'ai découvert quelque chose qui est au-delà de la compétition et de la course. C'est-à-dire que tu lis ça avec la nature et c'est un truc qui te prend et qui te tient. Enfin, je veux dire, c'est beau de courir dans la nature. Tu retrouves un côté un peu naturel, quelque chose qui est en toi profondément. Donc, c'est vraiment sympa de courir, de faire du trail, en fait. Donc il y a à la fois cette notion d'émerveillement sur l'extérieur, enfin sur le contexte dans lequel tu vis, et puis aussi cette quête un peu d'introspection dont tu parlais, aussi aller te chercher toi et te questionner sur Oui, plein de choses, sur ta place, exactement, exactement. En fait, le trail, déjà, tu te rends compte que tu es dans un milieu naturel et c'est toujours agréable. Tu cours en forêt, tu cours dans des chemins, tu cours en montagne, t'as un environnement qui est formidable. Et plus tu agrandis la distance, plus tu te rends compte de la puissance et la force de cette nature. Et en même temps, ça te donne un respect vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus attentif à ce qui se passe, à la gestion des déchets, à l'environnement, etc. Parce que je me dis que c'est tellement beau de courir dans cette nature-là qu'il ne faut pas la dégrader, il faut la préserver, parce que c'est ce qui nous fait vivre, en fait. C'est notre essence même. Pour en revenir à toi, Jean-Yves, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses être aujourd'hui tes qualités, qu'elles soient d'ordre physique ou mental, et là où tu avais peut-être des facilités héritées donc, de ton passif de footballeur, et puis là où tu vois des zones d'amélioration particulières? Alors en fait, si tu veux, moi, le sport, à la base, m'a permis de prendre confiance en moi. Déjà, ça c'est un truc que je trouve essentiel, c'est-à-dire que quand tu pratiques un sport, quel que soit le niveau, euh, quand tu arrives à bien le pratiquer, déjà tu te respectes toi-même, et ensuite tu acquiers un certain respect des autres. Donc tu sors un petit peu du lot et tu te fais remarquer, et ça te permet de prendre confiance en toi et ça te sert dans ta vie quotidienne. Ça a été l'élément déterminant pour moi dans tous les sports que j'ai faits, c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois que tu es connu, reconnu, et ça t'apporte beaucoup de confiance, et ça t'apporte de la confiance aussi au niveau professionnel, au niveau familial, etc. Et c'est quelque chose d'important, ça, dans la vie.
Donc ça a été un aspect très important pour moi. Et ensuite, l'aspect qui m'intéressait, c'était de connaître les limites de mon corps, en fait. Parce que moi, je suis un coureur lambda, hein, ordinaire, mais tu t'aperçois que notre corps a tellement de possibilités qu'en fait, on ne se rend pas compte des limites qu'on peut avoir. Alors, il y a les limites physiques, mais il y a les limites psychologiques et mentales à un moment donné. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve pleinement dans l'ultra. C'est-à-dire que tu cours, tu es avec toi-même, il n'y a pas de chrono, tu t'en fiches du chrono. Ce qui compte, c'est d'aller au bout, c'est ta santé, ce que tu ressens, et là, les émotions, les sentiments sont multipliés par 10. Donc, c'est ce côté-là aujourd'hui qui me fait vraiment du bien et qui est très impressionnant, je trouve. Ta pratique de la course à pied, elle a été protéiforme au fil de ton parcours de vie et des années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ta relation à la course à pied aujourd'hui et puis la façon, quelle place elle trouve dans ton quotidien aujourd'hui à 58 ans? Vers quelle discipline et quel type de pratique même du quotidien tu te destines et puis comment tu interfaces ça avec ton job de directeur financier, ta vie de famille? Alors aujourd'hui, la course à pied, c'est... Alors, pour être honnête, aujourd'hui, je ne cours plus. Je ne cours quasiment plus. Parce qu'en fait, une fois que j'ai eu fait la diagonale des foules et qu'il s'est passé tellement de choses, je ne vais pas dire que j'ai eu du mal à m'en remettre, mais ça a été je me suis dit que j'étais arrivé au graal de ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire avoir pleinement confiance en moi, être bien dans ma vie, dans mon corps, le connaître mes limites, mes capacités. Et aujourd'hui, comme j'ai atteint ça, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mon corps, bien dans mon métier, bien dans mes relations. Donc j'ai l'impression d'être arrivé au top de ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que je cours plus beaucoup. Je fais quand même du sport, hein, je pratique quelque chose tous les jours, et en fait, je marche beaucoup. Euh, j'ai trouvé et je trouve beaucoup de plaisir aujourd'hui à une espèce de plénitude, de compensation après tous ces efforts physiques. Je marche beaucoup et je marche beaucoup dans la nature, parce que ce lien avec la nature, là, aujourd'hui, il est indispensable pour moi. En fait, j'ai transféré mon besoin de sport par ce besoin de nature et je marche tous les jours dans des parcs, dans des forêts et je pratique un truc qui est beaucoup pratiqué au Japon qui s'appelle la sylvothérapie en fait. C'est-à-dire aller prendre des bains de forêt et puis écouter les oiseaux, écouter les ressentis qu'on a au milieu des arbres, etc. Et vraiment, c'est que du bonheur, que du bonheur. Et donc ça, c'est une démarche qui est très solitaire. Ça, c'est des moments que tu prends pour toi, sur lesquels tu veux te recentrer sur toi, ou est-ce que tu es amené parfois à le partager avec d'autres, ou vraiment tu tiens à vivre ces moments de façon privilégiée et ces balades, elles ont plus de sens et tu te connectes encore mieux à ton environnement si tu es seul? On peut se connecter à soi-même et à son environnement seul, ça c'est important de le faire. Donc moi, c'est ce que je fais tous les matins en fait. Donc moi, je me lève à environ 5h30 tous les matins. Je prends un petit déjeuner et après je vais marcher, je vais faire quelques petits exercices dans un parc à côté de chez moi, donc en pleine nuit. Donc là je suis tout seul, je me recentre sur moi, mes émotions, la nuit que j'ai passée, etc. Donc ça me fait beaucoup de bien. Après j'entame ma journée de travail et le midi par contre je marche, mais je peux marcher avec d'autres personnes. Et là on échange sur plein de sujets, sur pas de sujets du tout. Parfois on écoute les arbres, on écoute les oiseaux. Mais c'est du bien-être. J'ai changé ma façon de voir les choses et aujourd'hui, je ne pense qu'à une chose, c'est mon bien-être et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Jean-Yves. On va passer désormais à la basket chinoise. C'est notre format portrait chinois de l'épisode. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi? Alors, je ne sais pas si je serai un personnage fictif. Euh, Ce qui me parle beaucoup, c'est les énergies. Et je serai une énergie qui ferait en sorte que le monde entier prenne conscience qu'il faut qu'on protège notre planète. Euh, je serai une énergie qui permettrait que les gens, en fait, chacun ait son petit rôle à jouer pour protéger notre environnement, parce que sans cette nature, on ne peut pas vivre. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience des choses. Il faut qu'on éduque nos enfants pour protéger la nature. Il faut que nous, adultes, on nous donne des conseils pour la protéger, c'est-à-dire des petites choses au quotidien qui vont faire du plus.
Et pour les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, eh ben, il faut qu'ils se mettent d'accord ensemble pour arrêter la déforestation, de polluer les océans. Enfin, je serais cette énergie-là qui ferait qu'il y a une communauté de personnes qui regrouperait tout le monde et qu'on permette de sauver notre planète. Voilà. C'est autre chose qu'un personnage de fiction et c'est une démarche salvatrice dont on a effectivement besoin. C'est une discussion que j'ai pas mal eue avec Xavier Thévenard, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui est aussi très investi et engagé. Je sais pas si tu connais un peu son parcours, mais voilà, Oui, je connais. Ouais. il est très attentif à ça et c'est vrai que c'est des messages qu'on a besoin d'entendre et pour essayer de faire changer les choses et que chacun se prenne un peu en main et contribue à sa hauteur à un monde meilleur. Deuxième question de cette basket chinoise pour toi, Jean-Yves. Si tu étais un animal, lequel serait-il? Si j'étais un animal, je serais un animal tout simple, je serais un oiseau. Et si j'étais un oiseau, parce qu'un oiseau c'est libre, hein. Ça peut voler, c'est libre. Moi j'ai toujours aimé voler, enfin j'aurais bien aimé voler justement. Et j'aurais bien aimé être un chardonneret. C'est un petit oiseau qui ressemble à une mésange, qui est très coloré, qui siffle merveilleusement bien. Il y en a plus beaucoup malheureusement. Et moi, comme j'ai la chance d'avoir un jardin avec des arbres, en fait, j'ai réussi à en avoir cet été un couple là qui venait de temps en temps grignoter des graines. Et c'est vraiment un superbe oiseau. Et j'aimerais bien être ça comme oiseau. Ouais. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi? Alors, les dernières années, là, les 10 dernières années, on va dire qu'il y a un sportif qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup suivi, parce que je pense comme lui, c'est Martin Fourcade. C'est un sportif qui me parle quand je le vois, quand je le regarde faire ses compétitions, quand il s'exprime, c'est quelqu'un c'est un exemple pour moi. Et c'est quelqu'un qui me marque beaucoup, ouais. Tu parles d'un point de vue sportif et de sa capacité à être au niveau, et à très haut niveau et rester, ou de par aussi ses convictions, ses engagements? Ses engagements, sa condition physique et son état d'esprit. Pour moi, c'est quelqu'un de vraiment complet. J'admire son parcours sportif. J'admire aussi qu'il est en tant qu'homme, parce que j'ai lu beaucoup d'articles et j'ai vu beaucoup de vidéos sur lui. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, ouais. Quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, même si je le connais pas, mais c'est pour moi un très grand sportif et quelqu'un de très bien aussi. Merci beaucoup Jean-Yves de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique, la Diagonale des Fous. Avant que tu ne partages avec nous ta course épique, je vais rapidement planter le décor de cette course qui se tient chaque année au mois d'octobre au cœur de l'île de la Réunion. La Diagonale des Fous fait partie des 4 courses proposées dans le cadre du Grand Raid, qui propose des courses pensées pour différents niveaux, de cette grande et longue diagonale donc, pour les niveaux les plus avancés, à la Mascareigne et ses 72 km, en passant par le relais Zambrocal Trail. Le parcours de la Diagonale des Fous compte son lot de jungles, de cirques, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et près de 10 000 mètres de dénivelé positif pour 160 km de course. Le parcours, qui traverse l'île de part en part, du sud au nord, est considéré comme l'un des plus difficiles au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Un point qui aura son importance dans nos échanges aujourd'hui, le vainqueur remporte habituellement la course après 23 à 24 heures de course. La barrière horaire pour les derniers est-elle fixée à 66 heures, soit pratiquement 3 jours de course. Plus qu'une course, la Diagonale des Fous est une véritable religion sur l'île de la Réunion. Cette course suscite un intérêt grandissant chaque année et devient l'une des courses à vivre à tout prix une fois dans sa carrière d'ultra-trailer, avec un Graal ultime, arriver à rallier l'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis. Le palmarès de la Diagonale des Fous compte ces dernières années les plus grands noms de la discipline. François Daen, Kylian Jornet, Benoît Girondel ou encore la réunionnaise Marcel Puy qui l'a remporté 5 fois entre 1995 et 2010 chez les féminines. La toute dernière édition s'est tenue il y a quelques heures à peine au moment où nous enregistrons cet épisode et a vu la victoire tonitruante et partagée de Ludovic Pomeray, que l'on adore chez Course Épique et qu'on a reçu à l'occasion d'un épisode consacré à sa remontada incroyable à l'UTMB. Voilà, c'est un personnage d'une humilité exceptionnelle. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Et donc voilà, Ludovic en compagnie de Daniel Young, ils ont remporté donc cette Diag 2021 chez les hommes et c'est Émilie Marotto qui l'a gagné chez les femmes en un peu moins de 30 heures. À signaler la très belle 4e place de Sissi Cusso qui est allée au bout d'elle-même et de sa fracture du péroné pour aller chercher une très belle et insoupçonnable 4e place. Bravo à elle aussi. C'est aujourd'hui à travers ta voix et surtout tes mollets, Jean-Yves, que nous allons donc vivre cette course fascinante et plus particulièrement son édition 2018 qui, à bien des égards, a été une course sacrément épique pour toi. Mais avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, un passage obligé de l'épisode, la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Cette question va être très simple pour toi, Jean-Yves. Est-ce que tu saurais me dire quelle est l'origine du nom Diagonale des Fous?
Alors c'est une question piège à laquelle je n'ai pas la réponse, Mais pas mal intentionné. mais c'est peut-être un rapport avec, je sais pas, un passé peut-être britannique et le fait que ça a peut-être servi d'île pour des prisonniers et qu'il était impossible de s'en évader ou je sais pas. Alors, c'est une piste intéressante. C'est pas la bonne réponse, mais effectivement, c'est une piste intéressante. La petite histoire, en fait, c'est que c'est Bernard Morin. La course n'est pas toujours appelée, tout le temps appelée Diagonale des Fous. Et donc, c'est Bernard Morin qui était journaliste pour Jogging International, qui a réalisé en 1994 un reportage sur cette course et sur les plus belles courses du monde, et donc a forcément posé son objectif sur l'île de la Réunion. Et donc, à l'époque, il fait une pleine page avec une photo prise d'hélicoptère. Et sur cette photo, on voit des coureurs qui traversent la plaine des Sables en diagonale à la file indienne. Et donc, il a l'idée d'intituler cette photo la Diagonale des Fous. Et en ça, il fait référence au film La Diagonale du Fou. Je sais pas si tu vois ce qu'est ce film avec Michel Piccoli et qui raconte l'histoire de deux hommes qui se mesurent l'un à l'autre lors d'un championnat du monde d'échecs. Et en fait, ils sont tous les deux russes et il y en a un qui est devenu dissident et qui est passé à l'ouest. Donc, c'est cette histoire-là que raconte le film. Et donc voilà, il aurait titré sa photo du nom de Diagonale des Fous et l'organisation a adoré cet intitulé. Il a demandé à Bernard Morin la possibilité d'utiliser et d'exploiter ce nom pour ensuite l'attribuer à cette course. Donc, ça a été le cas depuis 1998. Alors c'est une très belle histoire. Après, moi, je vais dire quand même une chose, c'est que c'est sympa que ça s'appelle la Diagonale des Fous, mais dans cette histoire, il n'y a aucun fou, en fait. Il n'y a que des gens qui ont envie de faire une épreuve, et on n'est pas fou, hein, à la base. C'est après que la folie prend une certaine dimension, une certaine réalité, parce que le parcours, etc., fait qu'on peut devenir fou dans cette course. Ça, c'est sûr. Mais à la base, c'est la diagonale de gens intelligents. Ce que j'allais dire, ou de passionnés, en tout cas, un mélange des deux, mais certainement pas des fous. En tout cas, qui suscitent l'admiration, c'est une certitude. Tous les gens qui prennent le départ, en tout cas, c'est tellement fabuleux. Désolé pour cette question, pas forcément très simple pour toi, Jean-Yves. J'avoue que la question était un peu raide, mais voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant de connaître un petit peu l'envers du décor du long de cette course, qui est quasiment passée dans le langage courant désormais. Allez, on va se plonger dans ta course épique. Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette envie de participer à cette Diag 2018? Est-ce que c'est un rêve que tu entretenais depuis longtemps? Est-ce que c'était déjà, avant que tu ne la fasses, une forme de Graal pour toi? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, le Graal, je pense, hein, pour un ultra-trailer, c'est de faire la Diagonale des Fous. Pourquoi? Parce que j'ai fait 3 fois l'UTMB. C'est une super course, mais c'est pas la Diagonale. La Diagonale, c'est encore autre chose. C'est quand on parle de l'aspect nature, t'as encore une autre dimension là, encore plus impressionnante, parce que t'as vraiment des portions du parcours où tu es vraiment plongé en pleine nature, tu as de la végétation partout, tu as des racines, des cailloux, des rochers, enfin, tu as le vide partout, tu as la montagne partout, c'est une autre dimension. Et en fait, après avoir fait 3 fois l'UTMB, je me suis dit que je pouvais pas faire autrement que de faire la diagonale. Et je suis content de l'avoir fait, content de l'avoir terminé, parce que je trouve qu'aujourd'hui, enfin, c'est la plus belle course qui existe. Donc je suis content de l'avoir fait et je conseille à tout le monde d'y aller et de la faire. Parce que ça vaut vraiment le coup. C'est l'essence même de l'ultra trail, je trouve. Tu penses qu'il n'y a pas d'autres courses équivalentes aujourd'hui? Même peut-être moins exposées médiatiquement ou autres? Il y en a pas d'autres qui t'ont aussi tenté? Il y en a peut-être, mais celle-là, elle a acquis une réputation qui fait que tu peux pas la mettre, tu peux pas l'enlever d'un calendrier. Quand tu fais de l'ultra, c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous parler de la préparation pour cette course? Qu'est-ce qu'on met en place de particulier? Tu l'as dit, c'est une course qui est très à part. Qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Et puis comment se structure une préparation pour une telle course? En tout cas, de quelle façon toi tu l'as appréhendé pour ta participation en 2018? Alors en fait, c'est complètement différent de l'UTMB. L'UTMB, c'est quand même des sentiers qui sont très, très bien marqués. Je veux dire, c'est des sentiers de randonnée qui sont pratiqués quasiment toute l'année par tout le monde, par des milliers de gens. Donc, on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une préparation très spécifique. Par contre, la diagonale, en fait, si tu compares les temps des gens qui, quel que soit le niveau, qui font l'UTMB et qui passent à la diagonale après, tu peux rajouter des heures et des heures. Et plus tu descends dans les niveaux de coureurs, plus tu rajoutes, c'est plus des heures, c'est des demi-journées, voire des journées.
Hein, moi, l'UTMB, j'avais l'habitude de le boucler en 35 heures. Là, j'en ai mis 66. Donc, c'est complètement différent et la préparation, forcément, est différente. Donc, je le savais parce que j'avais regardé pas mal de vidéos. Et donc, je me suis préparé du côté de chez moi, en montagne. Mais quand je me suis préparé en montagne, je suis allé dans des endroits spécifiques pour essayer de trouver quelque chose qui puisse ressembler aux endroits que j'avais vus sur les vidéos, parce que je voyais bien que c'était pas du chemin, c'était de la monotrace large de quelques centimètres, et puis tu avais plein de racines partout, plein de rochers, donc c'était des choses spécifiques qu'il fallait s'entraîner moralement, psychologiquement à beaucoup marcher, parce qu'il y a plein d'endroits où tu peux pas courir, même les premiers, hein, je veux dire, quand tu es dans Sillaos ou des cirques comme ça, en fait, quand tu grimpes tout là-haut, t'as pas de marche. Ou alors quand t'as des marches, elles font 80 centimètres ou enfin c'est des trucs qu'on n'a pas ailleurs. Donc il faut se préparer bien spécifiquement à ne pas courir, à marcher et trouver des endroits où tu puisses grimper dans la nature comme ça. Alors moi ce que je faisais, c'est que j'allais en montagne et au lieu de prendre des sentiers, j'allais tout droit dans la pente. Donc tout droit dans la pente, ça veut dire que tu traverses des ruisseaux, tu escalades des rochers, tu tapes des ronces, des petits arbres, enfin c'est très compliqué, mais ça ressemble beaucoup à la Diagonale des Fous. Donc ça m'a permis d'approcher ça déjà un peu plus sereinement en fait. Et cette prépa, elle a été un peu contrariée malgré tout par des blessures, ce qui est assez inhabituel de ce que j'ai compris chez toi. Oui, alors comme j'ai une culture sportive, je connais bien mon corps, je sais bien m'entraîner. Là, ce qui m'a paru étonnant, c'est que, en fait, moi, je me blesse jamais. J'ai jamais été blessé, donc je sais pas ce que c'est qu'une blessure. Et là, pour cette préparation-là, en fait, je me suis blessé 2 fois. Et ça m'était jamais arrivé. Donc, là, quand ça t'est jamais arrivé, tu sais pas trop comment gérer le truc. Et donc, tu stresses, quoi. Donc, moi, rester 15 jours sans faire de sport à cette époque-là, c'était pas possible. Donc, tu prends ton mal en patience quand même parce qu'on te dit qu'il faut pas faire d'efforts. Mais c'était la première fois que je me blessais et donc déjà ça partait mal, quoi. Donc je suis pas arrivé à Saint-Denis en descendant de l'avion en me disant ouais je suis à 100%. Non, déjà j'étais un petit peu diminué, mais j'étais présent. Donc tu parles à la fois diminuer physiquement, mais à un niveau de confiance qui n'était pas non plus optimal, c'est ça? T'avais Oui, une oui, c'est ça. Oui, j'étais forme de doute. j'étais un peu moins serein que d'habitude, même si j'avais pas de doute en moi, j'avais beaucoup de confiance en moi, mais je me disais que le résultat est peut-être pas celui que je pensais. Ce projet, tu l'imaginais et tu le rêvais entouré avec des gens de ta famille. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au moment de prendre ton envol pour partir vers la Réunion? Alors en fait, donc déjà je me suis blessé, ce qui n'était pas mon habitude. Ensuite, on devait y aller en famille parce que quand tu fais un truc comme ça, tu as une seule envie, c'est de le partager. Et puis en même temps, tu as un côté exotique. La Réunion, je veux dire, c'est des cartes postales, hein. C'est de la mer bleue, les plages de sable blanc, les cocotiers, la montagne. Tu as envie de partager ça avec quelqu'un. Donc je devais partir avec mes 2 filles et ma femme. En fait, ma femme n'a pas pu pour une raison professionnelle. Et mes 2 filles se sont désistées. Donc je me suis retrouvé à y aller tout seul. Donc déjà, quand tu vas faire une course à l'autre bout du monde, c'est un peu compliqué d'être tout seul et de gérer tout. Parce qu'au moins, quand tu as quelqu'un avec toi, on peut gérer des affaires, des ravitaillements, des choses comme ça. Mais là, je me suis retrouvé tout seul. Donc deuxième petit obstacle. Donc psychologiquement aussi, ça m'a atteint un petit peu, quoi. Et jamais 203, puisque même pour prendre l'avion, ça a déjà été une première difficulté. Tu as subi encore des contrariétés avec le sort qui s'est un peu acharné. Ça a été déjà une certaine forme de chemin de croix pour réussir à rallier la Réunion. Ah oui, alors moi j'avais jamais connu un truc pareil. C'est-à-dire que en fait mon billet avait été vendu 2 fois. Donc ma place d'avion avait été vendue 2 fois. Donc j'ai pas pu prendre le premier vol. Donc il a fallu que je fasse des pieds et des mains au guichet d'Air France pour retrouver un avion. Et en fait, j'ai eu la chance que, à un moment donné, je trouve une personne d'Air France qui me dise ah vous allez faire la Diagonale des Fous, je vous trouve une place tout de suite. Et donc j'ai décalé mon avion de plusieurs heures et j'ai réussi à trouver une place grâce à cette personne. Mais sinon, je partais pas. Donc ça commençait très mal en fait ce truc.
Et donc, arrivé à Saint-Denis, ça continue sur cette lancée puisque tu te retrouves avec une valise sur les bras que tu pensais pouvoir laisser sur place dans le logement dans lequel tu étais, ce qui s'est avéré pas possible. Alors oui, bon, les ennuis continuent, décidément. C'est une histoire rocambolesque. Donc j'avais ma valise, j'avais pris un petit appart à Saint-Denis. Et la veille du départ, le gars il vient me voir et puis il me dit je suis désolé, je vais pas pouvoir garder votre valise parce qu'en fait je ferme, je retourne en France et il y aura pas d'accès. Donc là je me dis bon c'est pas très grave, je vais la laisser à l'aéroport ou je vais bien trouver un endroit. Donc ok, pas de problème. Donc le matin de prendre le bus pour aller sur la ligne de départ et retirer mon dossard, enfin la veille de la course. Je me dis je vais à l'aéroport et puis je vais poser ma valise. J'arrive à l'aéroport, on me dit non c'est pas possible, on prend pas de valise, plan Vigipirate, machin truc. Pas possible. Bon, une demi-heure avant de prendre le bus, toujours pas de solution pour ma valise, donc je me dis là je suis quand même mal. Je téléphone à des hôtels, non on garde pas de valise, plan Vigipirate sur toute l'île, c'est pas possible. Bon. Est-ce que tu as vu le moment où tu ferais la course avec ta valise? J'ai bien cru que j'allais prendre le départ avec ma valise, c'est-à-dire que j'allais être obligé d'aller au départ avec, la laisser à des gens au départ en leur faisant confiance pour qu'elle soit à l'arrivée, quoi. Donc, et à un moment donné, quand j'ai repris le bus de l'aéroport pour retourner au bus de départ qui nous emmenait chercher les dossards, j'ai parlé de ça à des gens. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il y a une espèce de Airbnb de la valise sur Internet, là, essayez ce site-là. Et donc, en fait, en 5 minutes, j'ai trouvé sur le site Internet quelqu'un qui acceptait de prendre ma valise et de la garder 48 heures au départ, sauf que j'en ai mis 60. Donc, t'as eu le petit supplément. Une journée supplémentaire. Et puis après, il me l'a rendu un quart d'heure avant que je prenne l'avion. Enfin, c'était un truc complètement dingue, quoi. T'as réussi à t'en sortir finalement. Il y a eu aussi une aventure assez rocambolesque pour le retrait des dossards. Ça n'a pas été une partie de plaisir, ça aussi? Oui, alors ça a été compliqué parce quand je suis arrivé, forcément, je suis arrivé en retard parce que j'ai raté plusieurs navettes. Donc, j'ai pris la dernière navette. Je suis arrivé à la fermeture des dossards. Donc, il y avait quasiment plus personne sur au plan de départ. Donc, mon dossard, qui est-ce qui l'a? C'est la dame qui est là. Mais la dame qui est là, elle est partie. Il faut que je la rappelle parce qu'elle a dû rentrer. Donc en fait, au lieu de prendre mon dossard, à la base, si tout s'était bien passé, je devais prendre mon dossard à 10h et je l'ai récupéré à 20h. Donc déjà, quelle consommation d'énergie pour tout ça. Sans compter qu'après, fallait retourner à mon appart pour la dernière nuit, donc il a fallu que je reprenne un bus à 21h, j'ai pris le dernier, j'ai eu du bol. Enfin, ça devenait très très compliqué, là, la dépense d'énergie. Donc là, j'ai remis sérieusement en question, d'une part, ma performance, et ensuite ma capacité à aller au bout. Parce que déjà un ultra, quand tu es en forme, tu sais pas si tu vas au bout. Mais là, quand le sort s'acharne comme ça, ouais. Ah oui, c'était vraiment, tout était contre moi, quoi. C'était François Pignon sort de ce corps. Oui, c'est ça, ouais. Revenons-en à la course. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs sur cette diag? Alors au départ, quand je me suis préparé, mon objectif était de finir en 50 heures. Donc au niveau classement, ça faisait peut-être, je sais pas, dans les 1800 à l'arrivée peut-être. On devait être 2400 au départ, il y en a un peu plus de 2000 qui ont terminé. Et donc j'ai fini dernier. Mais mon objectif était pas loin. Mon objectif était à la base de faire à peu près 50 heures. Ça, comment tu l'as fixé cet objectif? Tu as regardé des temps de référence des éditions précédentes, des positions, etc. Oui, c'est ça. Par rapport à ton retour d'expérience? Tout à fait. J'ai comparé en fait mes temps de l'UTMB avec les temps de gens qui avaient fait la Diagonale des Fous avant moi et qui avaient fait à peu près les mêmes temps que moi à l'UTMB. Donc là, je me suis dit, si tu t'entraînes un peu convenablement, les gens qui ont fait 35 heures comme toi à l'UTMB et qui ont fait 50 heures à la Diag, tu dois pouvoir faire ça. Donc après, avec l'entraînement spécifique et tout, je pensais sincèrement pouvoir le faire. Mais ça, c'est pas passé comme ça. C'est ce que tu vas nous raconter, effectivement, ça a été épique. Est-ce que tu avais établi, je ne sais pas si on peut parler de stratégie de course sur des courses qui sont aussi longues, imprévisibles, exigeantes? Est-ce que malgré tout, tu t'étais dessiné un petit peu, peut-être juste dans, je sais pas, la gestion du sommeil ou dans un certain nombre de critères structurants de la course? Est-ce que tu avais déjà projeté des choses, théoriques en tout cas? Est-ce que tu t'étais donné certains temps de passage ou est-ce que finalement tu t'es plutôt dit que tu allais y aller à la sensation?
Alors, la particularité de cette course que j'avais bien remarqué, c'est qu'on mettait beaucoup plus de temps qu'à l'UTMB. À l'UTMB, je ne dormais jamais. Je l'ai fait 3 fois, jamais j'ai dormi. Mais tu mets que 35 heures. Là, je me suis dit, tu vas mettre beaucoup plus. 50 heures, ça te fait au moins 2 nuits dehors, voire 3. Il faut que tu t'arranges pour dormir un peu. Donc, j'ai contacté des copains qui sont marins, qui connaissent des mecs qui font des transats à la voile, etc., et qui ont des techniques de sommeil pour dormir un quart d'heure et avoir l'impression que tu as récupéré depuis 1 heure déjà. Donc, je me suis entraîné un petit peu à dormir comme ça, c'est-à-dire à s'asseoir par terre, à se faire le vide dans sa tête et s'endormir un quart d'heure, une demi-heure pour pouvoir récupérer au maximum. Donc, dans la diagonale, j'ai réussi à faire ça 2 fois. En fait, j'ai dormi 2 fois un quart d'heure. Mais j'ai eu l'impression de bien me reposer. Donc, ça m'a permis quand même de garder des forces. Mais j'avais pris une technique pour pouvoir dormir un petit peu. Mais j'ai dormi qu'une demi-heure en tout cas. Compte tenu là, du temps que tu as imaginé pour réaliser la course, est-ce que tu es soucieux sur les barrières horaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines que tu vas regarder ou tu as franchi complètement de cette problématique-là de temps et de rythme et c'est un sujet que tu évacues? En tout cas, c'est pas un sujet au départ. Au départ, pour moi, c'était pas un sujet. Parce que l'UTMB, alors en dehors de mon premier UTMB, quand j'ai découvert ce que c'était, où j'ai jonglé avec les barrières horaires régulièrement, après le deuxième et le troisième, moi, ça ne me faisait plus peur. Ça m'a fait peur à la diag, en fait, dans les 3 dernières barrières, parce que là, j'ai su qu'avec tout ce qui m'arrivait, c'était chaud, quoi. Donc là, tu commences à paniquer un peu, parce que moi, je voulais aller au bout. Hein. C'était hors de question d'avoir fait 11 heures d'avion, d'avoir connu tout ce que j'ai connu, et puis de rentrer chez moi en disant j'ai fait 70 km. Hein. Alors ça, c'était pas possible. Donc j'ai stressé sérieusement dans les 3 dernières barrières horaires que j'ai passées à 5 minutes près. Hein. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course, Jean-Yves? En fait, j'y allais pour... elle m'attirait parce que la Réunion m'a attiré ce côté nature, encore une fois. Je me suis dit, tu peux pas faire... l'UTMB, c'est bien, c'est de la montagne, c'est beau, c'est de la neige, mais la diagonale, encore une fois, c'est l'île de la Réunion, c'est de la verdure, c'est de la montagne, c'est des gens surtout des gens très gentils, qui ont un cœur en or. Hein. Et je me suis dit, tu peux pas ne pas faire cette course-là. Donc, fallait la faire. En plus de cet aspect où dire c'est le Graal pour un ultra-trailleur, il y a ce côté nature, humain qui est... Fallait la faire, quoi, cette course. C'était pas possible autrement. Ça y est, nous sommes le jeudi 18 octobre 2018 à 22h et nous sommes à quelques minutes du départ. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qui devait être exceptionnelle? Est-ce que tu avais déjà vécu quelque chose de comparable? Alors le départ, c'est effectivement un truc exceptionnel. J'ai regardé le départ de cette année, c'était le même. Je veux dire, c'est un truc de fou. Hein. Il y a des milliers de spectateurs qui sont là pendant, sans mentir, au moins 10 kilomètres. T'as des gens, mais t'as l'impression qu'il y a toute l'île de la Réunion qui est là. Ça chante, ça braille, t'es dans un truc, alors là, tu touches plus par terre, tu voles, quoi. C'est-à-dire, pourtant, on n'avance pas au départ, mais en même temps, t'es heureux d'être là, tu partages ça avec les gens, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est vraiment une communion avec les gens, c'est sympa, ouais. Très, très sympa. Et toi, tu es dans quel état d'esprit juste avant que ça démarre? Est-ce que c'est l'impatience qui prime? Est-ce que là, tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller? Est-ce que tu es malgré tout un peu écrasé par l'enjeu? Est-ce que tu es juste porté par la foule de façon quasi irrationnelle et puis voilà, tu es dans un état quasi d'euphorie? Eh ben, c'est un mélange de tout ça, en fait. Ce que t'as pas ajouté, c'est qu'en fait, t'as envie d'aller faire pipi toutes les 3 secondes, quoi. Hein, ce que tu fais dans ta culotte, quoi. Mais sinon, un truc, tout ce que t'as dit, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un mélange de plein d'émotions. T'as envie d'y aller, t'as envie de regarder les gens parce que les gens t'admirent, t'as envie de crier, t'as envie de brailler, t'as envie de courir comme un dératé, mais t'as surtout envie d'aller aux toilettes parce que tu stresses, quoi. Enfin, moi, c'est pas du stress, c'est de la motivation. Mais je veux dire, ça revient au même quelque part. Est-ce qu'il y a malgré tout une chose que tu appréhendes au moment où t'es lancé? Non, 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 en fait, j'appréhende pas, j'ai envie d'y aller, quoi. Parce que t'es venu pour faire une course, et dans les derniers instants, t'attends qu'une seule chose, c'est le coup de revolver pour y aller, quoi. Il n'y a pas de passages qui te préoccupent, faire le chemin des Anglais par exemple? Non. Non, 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 tu oublies tout, t'as envie d'y aller, et puis après, c'est au fur et à mesure que tu gères les choses. Enfin, pour ce qui me concerne, en tout cas. Donc le départ de la course est donné, les premiers kilomètres se passent bien, tu arrives aux environs du 15e kilomètre à peu près, une petite pause
alimentation qui va te jouer un bien vilain tour? Oui, alors la Diagonale des Fous, elle a cette particularité-là, c'est que tu commences les 20 premiers kilomètres, ça monte tout le temps. Donc, au bout de 15 bornes, tout le monde se ravitaille. Et il s'avère qu'à cette époque-là, en 2018, il y avait une épidémie de dengue à La Réunion. Et moi, bah, forcément, il a fallu que ça me tombe dessus. Une épidémie de dingue avec un E, hein, je précise Oui, pour oui, nos tout à fait. auditeurs. Oui, oui, oui. Parce que parler de la Diagonale des Fous, Diagonale des fous, diagonale des dingues, non? ouais, quelque part, il y a des liens dans tout ça. Mais bon, j'arrive au Rabito et bon, il y avait des bananes, des demi-bananes coupées en deux, mais avec la peau. Donc moi, je mange. Ça m'a fait déjà du bien. Et puis en fait, j'ai commis l'erreur de lécher mes doigts. Et là, bah là, une demi-heure après, ben, t'as la courante, quoi. Ah, il est fait immédiat. Ah bah pendant une nuit, j'ai pas pu m'alimenter. J'ai bu que du coca pour essayer de reconsolider un petit peu tout ça, parce que sinon, tous les quarts d'heure, je mettais le clignotant et puis donc déjà une difficulté déjà de plus. Donc là, ça impacte considérablement ton allure et ton niveau de performance, j'imagine, au-delà de ton incapacité à t'alimenter et t'hydrater avec les choses que tu aurais pu prendre habituellement. Oui, ça c'est certainement le plus gros problème avec les pieds. C'est-à-dire que quand tu sais que tu peux pas manger, que tu vas avoir des difficultés pour te ravitailler, c'est compliqué, très compliqué dans la tête. Et ensuite, le deuxième problème, c'est quand tu as des problèmes aux pieds. Parce que dès que tu pètes une ampoule, t'es mort, quoi. Donc, c'est plus une ampoule, c'est une escalope que tu as sous les pieds après. Donc les pieds, ça allait, mais là, bah, le bide, pas du tout. Pas du tout. Donc je faisais le vide de temps en temps. T'as pas été le seul, non, d'ailleurs? Non, Ça a non, été non, il y a un eu... mal commun. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait à peu près 600 coureurs qui avaient été touchés. Conclusion, ne jamais lécher ses doigts quand on va à la Diagonale des Fous, quand on mange une Oui, banane. je pense que c'est valable pour toutes les courses, hein, y compris sur un marathon. C'est-à-dire que bon, moi, en plus, j'ai l'estomac assez fragile, donc faut toujours être prudent, je pense. C'est manipulé par des tas de gens, volontairement ou involontairement, mais je veux dire, la plupart du temps, c'est involontaire. Et puis, bah, les gens se sont pas forcément lavé les mains, etc. Donc, tout le monde est un peu dans l'urgence. Donc, bah, il faut quand même faire attention, parce qu'après, quand tu as des problèmes comme ça, tu peux arrêter la course. Et puis, quand tu as fait 11 heures d'avion, que t'es pas venu là pour faire 20 kilomètres, quoi. Je veux dire, donc, faut être vigilant, quoi. Ça fait partie aussi de la préparation de la course, être vigilant dans son ravitaillement, faire attention à ce qu'on fait. Ta deuxième journée de course, elle est forcément délicate compte tenu de ce que tu viens d'évoquer. Arrive la deuxième nuit où là, la météo commence à s'en mêler et tu subis un orage phénoménal. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Ah bah là, les ennuis continuent en fait. Donc la journée se passe à peu près bien. J'arrive avec le coquin à reconsolider un petit peu tout ça, à remanger, donc à retrouver certaines forces. Mais dans le classement, j'avais déjà diminué. Je sentais bien que l'idée était plutôt d'aller au bout plutôt que de faire 50 heures. Donc ça commençait à me trotter dans la tête. Bon, et puis là, la nuit tombe, et puis tout d'un coup, un orage, mais un truc bon, qui a duré un quart d'heure, hein, comme ça se passe a priori régulièrement sur l'île. Et là, mais des trompes d'eau. Alors, la particularité de l'île, c'est qu'en fait, la végétation n'est pas très haute. Quand il y a des arbres, ils font 2 mètres de haut à peine, donc tu peux pas te cacher dessous. En plus, ce sont des petits arbres, donc là, tu prends des hallebardes sur le dos. Donc, j'attends que ça se passe. Hein. Je me mets à quatre pattes sous un petit machin. Bon, ça servait à rien, mais bon, déjà dans ta tête, tu es un peu plus confort, on va dire. Donc ça s'arrête, il commence à refaire chaud, donc je me déshabille, et puis là, ma lampe frontale marchait plus, forcément, elle avait pris la flotte. Donc j'enlève les piles, j'ouvre mon sac à dos, et puis là, je prends mes piles de rechange, puisque c'était obligatoire dans le sac à dos. Donc je prends les piles de rechange, sauf que j'avais mal fermé le zip de mon petit truc, là, et en fait, elles nageaient dans la flotte, les piles. Donc je me suis trouvé sans lumière. Donc il a fallu que je me tape toute la nuit avec la lumière de mon téléphone portable, avec la fonction lampe torche, donc avec MacGyver. avec le bras qui pendait à 40 cm du sol pour voir où je mettais les pieds. Donc là, je courais plus, je marchais. Donc la galère continuait, quoi. Et dans ces moments-là, t'es seul ou est-ce qu'il y a des coureurs autour de toi, il y a du passage et des halos lumineux qui peuvent quand même t'aider? Alors, tu vois, t'as des coureurs, hein, t'as pas mal de coureurs, parce que j'étais encore placé, je sais pas, je vais te dire peut-être une bêtise, j'étais encore dans les 1500 peut-être. Donc t'as beaucoup de coureurs qui te doublent, parce que forcément, toi, t'avances plus.
Sauf qu'en fait, si tu veux, la diagonale, c'est beaucoup de la monotrace, donc si tu veux, ils te doublent, mais une fois qu'ils t'ont doublé, ils prennent 3-4 mètres d'avance, et puis toi, tu regardes le rocher qui est juste devant toi, ou la branche qui est juste devant toi, et tu vois plus les autres lampes, en fait. Donc c'est de la gestion de soi-même et de son mètre carré autour de soi. Donc c'est devenu très vite compliqué, très vite. Et arrivé au ravitaillement en bas enfin à la fin de la nuit là, j'ai demandé si quelqu'un avait des piles et comme c'était trop tôt dans la journée, qu'il y avait plus beaucoup de coureurs, en fait personne m'en a passé des piles. Donc la deuxième nuit, j'ai réussi à trouver une pile de rechange au lieu de trois. Et ma lampe frontale a remarché, mais avec une seule pile, donc elle n'a pas tenu très longtemps. Au-delà de cette contrariété avec ta frontale, ce passage de nuit, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que c'est une épreuve particulièrement exigeante pour toi, éprouvante? Psychologiquement, comment est-ce que tu gères ce passage nocturne? En fait, si tu veux, j'ai relativisé parce que je me suis tout de suite dit que mon objectif n'était plus atteignable, 50 heures, et que mon objectif réel, ça devenait de terminer. Donc là, je me suis dit, ne panique pas, tu as toujours ton temps. Euh, voilà. Psychologiquement, j'étais plutôt bien, sans compter que j'avais des messages réguliers sur mon téléphone de ma famille qui me suivaient parce qu'on a tous des puces et puis on peut nous suivre. Donc, bon, par contre, des fois, je me faisais engueuler parce que qu'est-ce que tu fais, t'avances plus, t'es où? Non, non, bah, C'est sûrement ce que tu as envie d'entendre dans ces moments-là. Non, c'était pas le cas. Mais bah, forcément, alors j'ai expliqué deux, trois trucs. Mais, non, psychologiquement, ça allait. Sauf que j'avais révisé mon objectif, qui était plutôt de terminer la course. Le sort continue de s'acharner sur toi puisque tu es amené à vivre dans la descente de Sillaos un sacré coup de chaud qui aurait pu très mal se conclure. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là? Oui, alors là, les ennuis continuent dans la descente qui est très raide. Et puis c'est de la monotrace là. À un moment donné, on prend un petit virage à droite là. Et puis là, ben, je me trouve déséquilibré, puis je tombe dans le vide. Donc là, ça va tellement vite que t'as pas le temps d'avoir peur. Et je me retrouve allongé sur le dos sur un petit arbuste au milieu de nulle part. Il fait nuit. Je sais pas s'il y a le précipice en dessous, j'en sais rien. La seule chose que je ressens, c'est que il y a du vent en dessous de moi et je le ressens dans mon dos. Donc je me dis que je sais pas s'il y a 10 mètres de fond ou 100 mètres de fond, mais il y a rien en dessous, quoi. Donc là, ben, quand tu en prends conscience, tu paniques un peu. Surtout que j'essayais de me rattraper, de me raccrocher à la falaise, mais à chaque fois que je prenais une racine, elle s'arrachait. Donc j'avais aucun moyen de me remettre sur une position stable et de me sortir d'où j'étais. Et tu appelles à l'aide, enfin, là il y a quand même du passage, il y a des coureurs, ils passent de façon très sporadique ou c'est toutes les 30 secondes ou c'est toutes les 10 minutes que potentiellement quelqu'un peut être amené à passer à proximité? Alors moi j'étais encore dans des moments où il y avait encore des coureurs. Donc ça passait environ toutes les 2-3 minutes. Sauf que je braillais, mais en fait, t'avais des gens qui étaient certainement dans le jus ou des gens qui regardaient leurs pieds et qui s'arrêtaient pas. Donc il y a eu 5, 6, 10 lampes frontales qui sont passées et qui se sont pas arrêtées. Jusqu'au moment donné où il y a une femme qui, elle, devait marcher et elle m'a entendu brailler, elle a regardé et puis elle m'a vu 2 mètres plus bas, quoi. Donc là, elle a dit, bah, je vais essayer de vous sortir de là, sauf que bah, j'étais trop bas, j'étais trop lourd pour elle, donc impossible. Donc elle a attendu que d'autres coureurs arrivent et en fait, il y a 2 coureurs belges qui sont arrivés et à 3, ils ont réussi à me sortir de là. Donc une fois que j'ai été assis sur la terre ferme, je suis resté assis à un moment donné parce que là, j'ai pris conscience que j'aurais pu passer par quelque chose de très grave. J'ai remercié la dame et les gars, et la dame est restée un petit peu avec moi, et en fait, c'était une réunionnaise, et elle m'a dit, bah écoutez, vous avez de la chance d'être tombé de nuit, parce que vous seriez tombé de jour, vous auriez eu très peur, parce qu'en dessous, c'est le vide. Et là, elle est repartie, elle, et moi, je suis resté 10 minutes sans bouger, et c'est la première fois où je me suis dit, abandonne, parce qu'il va t'arriver quelque chose, quoi. Là, j'ai vraiment eu peur. Mais après, tu vois des coureurs qui passent, et puis tu te dis, non, non, je suis venu pour faire une course, donc je continue. Et je suis reparti. Et j'ai oublié ça après, mais je suis resté pendant 10 minutes par terre et j'ai eu la trouille, ouais. C'est la première fois que j'ai la trouille comme ça, en fait. Et donc là, ton objectif que tu avais déjà un petit peu fait évoluer par rapport à l'objectif initial, est-ce que
Ça devient juste un objectif d'arriver en bonne santé au bout, au-delà de se dire que d'être finisher, c'est juste de préserver son intégrité. Alors voilà, je suis passé d'un stade où j'avais un objectif de temps à un stade où je voulais terminer. Et là maintenant dans ma tête, je suis en train de me dire qu'il faut que je termine en bonne santé et qu'il ne m'arrive rien. Donc ça devient de plus en plus compliqué psychologiquement. On continue le parcours et on fait un petit saut dans le temps avec une 3e nuit dehors, donc pour toi, la nuit du samedi et très peu de sommeil. Dimanche, c'est le dernier jour par la force des choses, puisqu'il y a une barrière horaire, on l'a dit, à 66 heures, donc on ne peut de toute façon pas arriver après le dimanche milieu d'après-midi. Et devant toi, il y a un sacré morceau, qui est le chemin des Anglais, que tu juges à ce moment-là hors de portée pour toi. Ta décision est prise. Ouais, alors en fait, dans le courant de la nuit, en fin de nuit, ce qui se passait, c'est que je commençais à jongler avec les barrières horaires, hein. J'arrivais toujours à 5-6 minutes de la barrière horaire, donc pas le temps de se ravitailler ou très peu, et il fallait repartir parce que sinon ils fermaient les sas et t'étais éliminé. Donc pas le temps de dormir, pas beaucoup de temps pour se ravitailler. Donc là, le stress montait. Bon, il y avait la fatigue et tout ça, donc j'étais un peu décomposé quand même. Et puis tu arrives au pied du chemin des Anglais. Alors la particularité, c'est que ça monte beaucoup pendant plusieurs kilomètres, ça descend beaucoup pendant plusieurs kilomètres, et c'est un chemin qui a été fait par l'armée anglaise. C'est que de la pierre volcanique, et donc une fois qu'il a plu, ça devient très dangereux de courir là-dessus, parce que tu peux te faire des entorses, tu peux tomber, enfin. Donc j'ai fait quelques mètres là-dessus, je me suis tordu la cheville, quelques mètres plus loin, je suis tombé, et là je me suis dit, bon ben, t'appelles ta famille et puis tu dis que t'arrêtes parce que tu peux plus, quoi. Donc à la fois j'étais fatigué, j'en avais marre parce qu'il m'arrivait des conneries, et puis là les gamelles, je me suis dit je vais me blesser, il va m'arriver un truc de fou. Et puis là je sentais bien que j'étais vraiment dans les derniers et que bah j'allais pouvoir rester là pendant des heures avant que quelqu'un vienne me chercher, donc j'avais plus le moral du tout. Donc j'ai envoyé un mot à ma famille en disant bah j'arrête, je suis à 25 km de l'arrivée mais je peux plus, c'est fini pour moi. Et là, quelques secondes après, une de mes filles m'a envoyé un mot, tu peux pas abandonner, faut que tu continues, c'est formidable ce que tu fais, etc. Et puis là, quand j'ai raccroché, je me suis dit, bon, je suis venu pour faire une course, j'ai pas fait encore une fois 11 heures d'avion pour finir à 20 km de l'arrivée, vas-y. Mais j'arrivais pas à repartir. Et à un moment donné, alors un truc qui est sorti de nulle part, en fait, dans ma tête, il m'est venu l'idée d'un film. Ce film, c'est Gladiator. Et à un moment donné, le héros, il parle avec le patron des esclaves, et le patron des esclaves lui dit « Gagne la foule et tu gagneras ta liberté ». Alors moi, je me suis dit, les rochers, c'est la foule, tu sautes dessus, et au bout, là-bas, t'as ta liberté. Et en fait, c'est incroyable ce truc, mais je me suis mis à courir, et j'ai traversé ce truc sans tomber une seule fois, et je suis arrivé à la barrière horaire 35 minutes avant la barrière horaire. Ça veut dire que j'ai fait pratiquement T'as un repris beaucoup de temps, exploit. Ouais, j'ai repris des forces, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc je suis arrivé à la barrière horaire, j'ai pu dormir pour la deuxième fois. Donc j'ai dormi un quart d'heure. Et après, bah là, après ce qui s'est passé, je vais te raconter la suite après. Mais... Donc à ce moment-là, ton état d'esprit change radicalement et ça y est, tu te mets en tête que tu vas réussir à finir cette diagonale et il se trouve que ça sera dans la peau du dernier finisher. Ouais, alors déjà, je pense pas trop à ça. En fait, ce que je pense, c'est que mon mental s'est inversé, je me suis mis en mode guerrier et que là, je ne peux plus ne pas aller au bout. C'est plus possible. Là, j'ai passé le truc le plus dur. Faut juste que je fasse attention à la barrière horaire, mais maintenant, comme j'ai de l'avance, je me suis reposé un petit peu. Logiquement, je vais au bout, parce que je connais mes capacités, je connais mon mental. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je vais y aller. Est-ce que tu peux nous parler donc de ces derniers kilomètres qui vont finir d'écrire ta diagonale de légende de bout en bout, parce qu'après tout ça, tu n'étais finalement pas encore arrivé au bout de tes peines et surtout de tes émotions, loin de là? Ouais, alors après, ce qui est incroyable, c'est que les choses se sont totalement inversées, c'est-à-dire que toutes les galères sont devenues des choses formidables. Là, je suis parti du ravito, donc avant-dernière barrière horaire, et là, mais quand même venu à l'esprit le fait de finir dernier, je me suis dit, mais si ça se trouve, t'es vraiment dans les tout derniers, et tu peux peut-être être accueilli comme, alors pas comme un héros, mais que tout le monde t'attende pour célébrer la fin de la course.
Mais après, si tu veux, c'est impossible de savoir si tu es dernier avant-dernier, parce qu'en fait, à l'arrivée, tu as beaucoup de coureurs. Moi, je voyais beaucoup de coureurs parce qu'il y a deux courses qui arrivent en même temps que nous. Donc, si tu veux, je savais pas si c'était des gens de la diagonale ou d'une autre course. Il y en avait qui couraient, il y en avait qui couraient pas, il y en avait qui étaient dans le dur, incapable de savoir comment t'es classé. Donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, mais j'avais quand même le moral, même si j'étais un peu un zombie, hein, parce que ça faisait 3 jours que je courais, que je marchais, enfin, qu'il m'arrivait plein de trucs. Donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au moment où les coupe-fils, comme on appelle ça, les gens qui t'éliminent au fur et à mesure que t'es pas dans les délais, il y a une personne qui m'a tapé sur l'épaule et puis qui m'a dit, Jean-Yves, vous êtes le dernier de la diagonale, on va vous accompagner jusqu'au bout, on n'a pas le droit de vous aider, par contre sachez qu'il y a un professionnel du travail qui est avec vous, qui va vous donner des conseils, il y a des médecins, il y a un pompier, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider s'il y a un problème. Donc là, là tu deviens euphorique, quoi. Et puis, 5 minutes après, alors là, il m'est arrivé un truc incroyable, c'est qu'il y a une armada de journalistes qui est arrivée. Il y avait Canal+, la télé, une quinzaine de journalistes. Et là, on m'a appris que je passais en direct sur Canal+, toute la fin de ma course. Donc là, si tu veux, là, c'était un truc de fou, quoi. Surréaliste quand même, ouais. Là, moi qui pensais venir faire une course tranquille, faire 50 heures, je suis devenu le héros d'un truc impossible, quoi. Ça veut dire un coureur lambda qui devient un héros. Parce qu'en fait, pendant tous ces 15 derniers kilomètres, Canal+ m'a souvent interviewé. C'était diffusé sur écran géant sur le stade à l'arrivée. Et en fait, comme j'ai raconté ma course, je suis devenu un héros. Et quand je suis arrivé au stade, alors, c'était de la folie, quoi. Et ces tout derniers instants avant l'arrivée dans le stade de la Redoute, t'es gagné par cette euphorie ou t'es quand même dans la difficulté, t'es encore très attentif, ou tu te dis qu'il ne faut pas qu'il se passe une blessure malvenue dans les derniers kilomètres? Est-ce que t'es encore très concentré ou est-ce que là t'es vraiment passé dans un autre mode et tu arrives à profiter même de ces derniers kilomètres au-delà de la douleur, de la souffrance, du temps passé sur les sentiers? Alors en fait, j'avais oublié la douleur. Par contre, j'étais très attentif parce que suite à ma chute, j'avais mal au dos, hein. Mais j'avais oublié la douleur. J'étais quand même très concentré parce qu'il y avait encore plein de racines, de rochers, etc. Donc il fallait être très vigilant. Donc j'allais pas vite du tout. C'est le moins grand plaisir. Mais j'étais très attentif. Et après, j'étais un peu euphorique quand même parce que quand t'as les journalistes qui arrêtent pas de te parler, de t'aider, donc c'est quelque chose qu'on connaît pas, quoi, quand on est un coureur normal de cet environnement-là. Donc déjà, c'était un peu surréaliste. Et puis une fois qu'on a été vraiment sur de la terre bien ferme, c'est-à-dire sur une petite route, il restait 1 kilomètre avant d'arriver dans le stade. Là, on m'a dit, il faut t'arrêter, il faut prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a tellement de monde dans le stade que les autorités n'arrivent plus à rentrer dans le stade, et il faut qu'elles soient à l'arrivée pour t'accueillir. Bon, alors là, je me suis dit, il se passe un truc quand même. Et puis j'entendais un bruit, mais un bruit pas possible, quoi. Donc, et pourtant on était Jean-Yves. Alors j'entendais pas ça quand même. Cependant, j'entendais mais des bruits, de la musique, et puis ça braillait, quoi. Et en fait, je savais pas que j'étais en direct en permanence. Et donc quand je suis rentré dans le stade, ça a été un truc. Alors j'ai déjà joué au Tu peux nous raconter ce moment parce que par nature, je crois que l'arrivée, elle est pour tout coureur, elle est fabuleuse, mais la tienne, on devait être dans un registre encore bien différent. Est-ce que tu peux nous faire vivre ce moment-là et tes sensations au moment de vivre ces derniers mètres? J'arrive dans le stade et là, alors vraiment des déchaînements, des cris, des gens qui chantent, qui braillent, qui hurlent, un bruit mais pas possible, énorme. Et puis je vois l'arche d'arrivée et là en face de moi, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il y avait un mur de journalistes pour m'accueillir, mais de photographes. Comme si j'avais gagné la Champions League, quoi. Un truc, mais ça crépitait de partout, mais c'était complètement surréaliste. Complètement. Et une fois que j'ai eu passé la ligne... Alors, avant de passer la ligne d'arrivée, il y a François Daen qui est venu me rejoindre et Benoît Girondel qui avait gagné la course. Donc on a passé la ligne tous les trois ensemble. Donc il y avait des applaudissements, des cris partout, enfin bref. Et là, une fois que j'ai eu passé, alors il y a eu un cordon de sécurité autour de moi parce que tout le monde voulait me prendre en photo, tout le monde voulait un autographe, les enfants venaient, enfin
c'était complètement surréaliste, quoi. Et là, ils m'ont fait monter sur le podium. Sur le podium, ben, ils ont mis une musique. Là, j'ai dansé un peu. Alors là, les gens étaient complètement fous, quoi, je veux dire. Mais enfin, j'étais sur une autre planète, hein, complètement sur une autre planète, quoi. C'était irréaliste. C'était mon film, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Tout s'était inversé. Là. Tous les problèmes que j'avais eu avant s'étaient transformés en trucs miraculeux à la fin. Tu réalises la prouesse de boucler donc ta première diag après 66 heures et 4 minutes de course en 1962e et dernière place. On a parlé des résultats masculins avec François et donc Benoît qui t'ont accueilli, qui eux-mêmes avaient passé 43 heures avant toi à la ligne d'arrivée main dans la main. Le podium, il était complété par Maxime Casajou et chez les femmes, c'est Jocelyne Poli qui l'avait emporté un peu moins de 29 heures devant Audrey Tanguy et Juliette Blanchet. Tout ce que tu viens de raconter, là, tout ce que tu as vécu, cette espèce de contrepoids, est-ce que c'est un juste retour des choses, enfin, comment est-ce que, en tout cas inespéré retour des choses, comment est-ce que tu vis cette explosion d'émotions? Est-ce que tu as l'impression d'être connecté à ce moment-là ou tu le vis presque, tu flottes au-dessus de toi et tu l'observes, ça te dépasse totalement? Alors, dans ces moments-là, enfin, moi je me suis dit quand même que j'avais un ange gardien avec moi, hein. Parce que sincèrement, je pense que quelqu'un normal n'aurait pas terminé la course. Je suis passé à un cheveu d'abandonner, mais quelque chose m'a poussé plus loin, m'a poussé à y aller. Et après, j'ai été tellement récompensé que moi, j'avais un ange au-dessus de la tête, hein, c'est pas possible. Là. C'est pas possible qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que, je sais pas, je suis allé au bout par quelque chose qui m'a porté, que je ne maîtrisais pas du tout, mais il y avait quelque chose qui m'accompagnait, je sais pas, mais une énergie, quelque chose. Supérieur. Ouais. On touche au divin, presque. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais un ange gardien au-dessus de la tête qui m'a protégé, je suis allé au bout et j'ai été récompensé par mes efforts. Et pour mes efforts. Et ça serait trop beau que ça s'arrête là. Mais ton aventure, elle a continué d'être surprenante à plein des égards. Une fois la course terminée, c'était pas tout à fait terminé encore. Le registre des émotions était encore bien chargé. Les heures qui ont suivi, tu as vécu encore des moments très forts? Ah oui, c'était... en fait, c'est le truc, c'était interminable, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, mais cette fois-ci, c'était dans le bon Quand sens. c'est une spirale positive comme ça, c'est bien. Ouais. Voilà, c'était que du bonheur, en fait. Parce qu'en fait, je suis allé prendre une douche vite fait. Alors, j'étais escorté par des gendarmes parce que tout le monde voulait me voir, etc. Donc, je suis allé faire des tests médicaux. Donc, pareil, il y avait des journalistes qui se pointaient, enfin, qui étaient à quatre pattes pour essayer de choper une interview, un truc. Mais bref. Donc, je passe à la douche. J'avais des gendarmes avec moi. Je sors de la douche. Il y a Canal+ qui vient me voir et qui voulait m'interviewer. Et puis là, je regarde ma montre et je leur dis, bah, écoutez, je suis désolé parce que j'ai un avion dans 1 heure. Je peux pas attendre. Alors le mec, il me regarde, il me dit, mais vous êtes un grand malade, vous. Alors moi, je dis, bah, écoutez, excusez-moi, je pensais mettre 50 heures, je pensais avoir du temps pour me préparer pour reprendre l'avion. Et puis je lui dis, de toute façon, j'ai plus qu'1 heure, et ensuite, j'ai pas récupéré ma valise. Donc là, le mec, il me dit, bah, attendez, on va faire ce qu'il faut. Donc ils ont appelé la gendarmerie nationale, et je suis allé dans une voiture de gendarmerie, et on m'a escorté jusqu'à l'aéroport avec les gyrophares, les machins et les trucs. Et arrivé à l'aéroport, ça n'était pas terminé, puisque sur les écrans de l'aéroport, il y avait le dernier de la Diagonale des Fous qui était en photo, Jean-Yves Baron. Donc là, le sketch. En personne. Tout le monde est venu me voir. Donc j'ai eu du mal à récupérer ma valise. Quand je l'ai récupérée, j'ai eu du mal à me changer parce que j'avais tout le monde autour de moi. Donc je suis rentré dans l'avion en short et en maillot. Et quand je suis monté dans l'avion, il y a l'hôtesse de l'air qui me dit Jean-Yves, venez, le pilote veut vous parler. Bon, on continue. J'arrive dans la cabine de pilotage, le pilote qui me félicite, etc. Et puis il me dit, bah, écoutez, j'habite pas très loin de chez vous, j'habite à Cancale, donc moi j'habite tout près du Mont-Saint-Michel. Puis il me dit, mais c'est incroyable ce que vous avez fait, d'où vous sortez, enfin, comment vous avez pu faire un truc pareil? Alors il me dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le décollage ensemble. C'est vous qui allez faire décoller l'avion. Je dis quoi? Eh ben oui, vous allez faire décoller un Boeing 747. Donc je m'assois à côté de lui, enfin il pousse son copilote, je m'assois à côté de lui et puis il me dit, bah, vous vous taisez parce que la tour de contrôle ne doit pas savoir que vous êtes là, et après je vais vous dire ce qu'il faut faire.
Bon, je m'assois et puis j'écoute. Puis il me dit, quand je vais vous le dire, vous appuyez sur ce bouton-là, et quand je vais vous le dire après, vous appuyez sur l'autre. Et en fait, j'ai fait décoller un Boeing 747. Un truc Incroyable. complètement, on va dire, c'est digne d'un film, quoi. T'as pas croisé d'ovnis sur le chemin ou t'as pas été accueilli par Emmanuel Macron à l'atterrissage? Non, il n'y a pas eu. Alors non, parce que si tu veux, entre 11 heures de vol, pour moi, ça n'a duré que 10 minutes parce que j'ai dû Ouais, dormir et j'imagine. ronfler comme un cochon. Mais personne ne m'en voulait parce que tout le monde m'avait reconnu. Jean-Yves, c'est une question très difficile. Est-ce qu'il y a une image euh, que tu gardes à l'esprit de cette diagonale? Est-ce qu'il y a un moment plus fort qui est l'incarnation de sa complexité, de sa dimension protéiforme? Est-ce qu'il y a une image qui pourrait symboliser tout ça? Alors en fait, j'ai pas d'image de moi dans la course. Enfin, si j'en ai, mais l'image qui me reste, c'est la nature. À chaque fois que je vois un reportage sur la diagonale, ils font toujours voir le cirque de Sillaos, etc. Et ça m'émeut. C'est grandiose, quoi. Donc c'est cette image-là qui me reste, en fait. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui rêverait ou qui oserait pas peut-être se lancer dans la diagonale des fous? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? En fait, si tu veux, je pense que ce soit la diagonale des fous, ou un marathon, ou un 10 km, peu importe. L'idée, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, il faut tenter. Il faut tenter des choses. Moi, j'ai toujours, toute ma vie, j'ai essayé de tenter des trucs. Après, tu réussis pas, mais moi j'ai eu la chance de réussir quasiment toujours. Mais il faut tenter des expériences. Les expériences te font progresser et puis t'aident à avoir confiance en toi et que les autres te regardent et aient confiance en toi aussi. Moi, c'est toutes les étapes que j'ai franchies par tout le sport que j'ai fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que tu acquiers une confiance en toi qui te sert dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, et plus tu vas dans des épreuves difficiles, plus tu as le respect des gens. Moi, depuis que j'ai fait la diagonale, que tout le monde a vu ça, je veux dire, j'ai pris une autre dimension, même si ça me sert à rien, mais je veux dire, quelque part, c'est appréciable parce que tout le monde te connaît, tout le monde te reconnaît, on sait qui tu es et t'es respecté. Donc, tu as une confiance encore multipliée par je sais pas combien, et dans la vie de tous les jours, avoir confiance en soi, c'est le plus important en fait. Cette diagonale, ça a été, on l'a compris au début de nos échanges, la fin d'un chapitre et puis l'ouverture d'un nouveau livre finalement. Est-ce qu'on peut imaginer que tu aies un jour envie d'y retourner ou est-ce qu'il ne faut pas toucher à ce souvenir-là et c'est ça qui doit te rester de la diagonale, c'est cette première expérience et complètement folle que tu as vécue? Est-ce qu'il faut préserver ça et le choyer et se dire qu'il n'y en aura plus d'autres? Alors, t'as raison, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je suis très sollicité pour retourner la faire, parce qu'il y a beaucoup de gens à La Réunion. J'ai des contacts maintenant à l'île de La Réunion, ils voudraient me revoir, y compris des personnalités politiques, hein, enfin, j'ai eu la chance d'avoir des hommes politiques au téléphone, etc. Enfin, ça a pris des dimensions complètement incroyables. Mais d'un côté sportif, effectivement, j'ai touché quelque chose de tellement profond que je ne peux plus ressentir ça, je crois. C'est une histoire incroyable. Je pense qu'elle peut pas se dupliquer, c'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, si je retourne à l'île de la Réunion, j'y retournerai avec plaisir parce que j'ai rencontré des gens vraiment très gentils, j'ai vécu un truc de rêve. Par contre, j'irai peut-être pour aider à l'organisation ou faire une autre course. Mais la diagonale, il s'est passé tellement de choses que ça sera plus pareil, quoi. Jean-Yves, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui serait l'expression de ta philosophie de vie ou ton rapport à la course à pied, à la nature? Est-ce qu'il y a une phrase qui serait l'expression de tout ça? Alors en fait, je vais te dire que j'en ai deux. Euh, J'en ai une pour les compétitions et une dans ma vie de tous les jours. Euh, Celle de la vie dans ma vie de tous les jours, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que si tu sors pas de ta zone de confort, tu ne ressentiras jamais ce que tu peux ressentir quand tu sors de cette zone de confort, justement. Qui te permet parfois de te mettre un petit peu en danger, mais qui te fait progresser. Ça, c'est dans ma philosophie de tous les jours.
Et dans les compétitions, je n'entame jamais une compétition sans penser à cette petite devise qui est très terre à terre, mais qui est « qui part à fond, finit comme un con ». Oui, effectivement, sur l'ultra, c'est particulièrement valable. Merci beaucoup Jean-Yves, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous faire vivre cette incroyable aventure parsemée d'embûches, mais je suis certain que ces images-là se sont évanouies et que seuls les meilleurs restent aujourd'hui. Et pas de doute, ta bon souvenir, elle doit être très largement garnie avec cette Diag 2018. Bravo encore à toi de t'être ainsi dépassé pendant ces 66 heures éreintantes, d'avoir surmonté chacune des épreuves de tout ordre que tu as croisées sur ton chemin à l'occasion de cette course épique. Et puis félicitations à toi d'avoir gagné ta Diag chez Course Épique. On adore raconter toutes les victoires, celles des premiers, mais aussi celles des derniers ou ceux qui sont un peu plus loin dans le peloton. Et aucun doute possible, cette victoire que tu nous as racontée aujourd'hui en est une sacrément belle. C'est en tout cas pour moi une formidable source d'inspiration que j'avais très envie de partager avec les auditeurs du podcast. Donc voilà, je suis sûr qu'ils ont été très émus et sensibles à l'histoire incroyable que tu as pu partager avec nous. Je ne sais pas exactement de quoi ton futur sportif sera fait, et puis peu importe, en tout cas, quel que soit le chemin que tu empruntes, je te souhaite qu'il soit très heureux et riche d'accomplissements. Eh ben, écoute, de mon côté, moi je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis super content d'avoir partagé ça avec toi et puis avec les gens qui vont l'écouter. Et puis, il faut vivre ses rêves. Vivre ses rêves, croire en soi. On a tellement de possibilités qu'on sous-estime parfois que, encore une fois, il faut de temps en temps oser sortir de sa zone de confort et puis on n'y trouve que du bonheur en fait. Et je te remercie pour l'émission, c'était très sympa, très cool. Avec grand plaisir, merci à toi Jean-Yves d'avoir partagé avec autant de cœur ta diagonale, c'était passionnant. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.